Donc, je vais passer la parole à Philippe Gambette, qui est informaticien au laboratoire d'informatique Gaspard Monge. Je le connais trop bien, du coup, j'ai du mal à le présenter. Donc, je vais lui laisser dire ce qu'il veut présenter lui-même. En tout cas, il va parler de la place des femmes de lettres dans l'enseignement de la littérature en France et du programme Visiotrice. Merci. Donc l'idée, c'était de vous présenter quelques résultats de ce projet de recherche Visiotrice, effectué avec Caroline Trotteau, mais aussi à l'Université Sorbonne Nouvelle Thibaut Casagrande et Jeanne Chiron à l'Université de Rouen. L'idée, c'était d'étudier la visibilité des femmes de lettres, d'autant plus que quand on fait un micro-trottoir pour poser des questions dans la rue en demandant quels noms vous viennent en tête si on vous parle de littérature française, eh bien, on a essentiellement des noms d'écrivains. Simone de Beauvoir et George Sand avaient tiré leur épingle du jeu ce jour-là, en 2018, sur la place de la République. Mais vous voyez qu'en fait, on voit beaucoup de personnes bien enseignées à l'école, des auteurs des siècles passés et beaucoup d'hommes. Et donc, on s'est interrogé sur faire un constat un peu plus précis de ce peu de visibilité des autrices. Sont-elles peu enseignées ? C'est ce qu'on a pu constater à différents niveaux de l'enseignement en France. Dans les programmes de collège, seulement 8% de textes évoqués sont écrits par des femmes. Vous voyez que la proportion a augmenté quand même avec la révision des programmes en 2016. Vous voyez que cette proportion augmente à 22%. C'est un record dans nos données pour les épreuves du brevet parce qu'il y a pas mal de textes contemporains, d'autrices encore vivantes. Et donc, voilà, il s'avère qu'il semble plus facile de trouver des autrices aujourd'hui que dans les siècles derniers. Et en revanche, si on regarde le bac L, le bac de français, les prépas scientifiques, etc., on a beaucoup de mal à arriver à des nombres à deux chiffres. Et puis, on nous dira même que, par exemple, pour les concours des écoles normales sup, à l'oral, eh bien, en fait, c'est la bibliothèque de l'ENS qui devrait se fournir davantage en ouvrages d'autrices. Et donc, on ne va pas quand même leur demander de refaire des achats très conséquents pour faire évoluer les pratiques et les textes sur lesquels on interroge. Alors, évidemment, ceci se retrouve aussi sur les manuels. Alors là, c'est intéressant de voir qu'une partie de ces données proviennent d'une étude du Centre Hubertine-Auclair qui s'était intéressé à la question en 2013. Et puis, de voir aussi qu'il y a des petites évolutions quand on regarde des éditions qui sont à des années différentes. Eh bien, ça progresse, on gagne 4-5 points et les éditeurs commencent à se sensibiliser à la question. Intéressant de regarder ce qui se passe d'un point de vue plus qualitatif sur le genre littéraire, sur les auteurs et autrices dans les épreuves du bac de français, telles qu'elles avaient lieu en tout cas jusqu'à cette année. Eh bien, on voit qu'en fonction des programmes, certains genres laissent un peu plus de place aux femmes. Alors, ça reste pas majoritaire, mais vous voyez que sur l'épistolaire, le biographique, l'autobiographie et même un peu le roman, on dépasse les 10%, disons. À l'inverse, dans ce qui concerne la poésie, le théâtre et le genre argumentaire, eh bien, on peine à, parfois même ne serait-ce qu'à avoir une autrice dans les corpus étudiés. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce qui est montré dans les programmes, donc là, sur ces programmes de collège, il n'y a rien d'imposé, c'est juste des ouvrages évoqués. On voit que, comme par hasard, les femmes sont plus présentes, les autrices, dans la partie se chercher, se construire, et moins dans inventer des mondes, agir sur le monde, participer à la société. Et on remarque dans une étude qui avait été faite par deux inspectrices d'académie que, eh bien, en fait, les proportions des ouvrages enseignés au collège reflètent en fait cette proportion dans les programmes sur ces thématiques au moins. On voit qu'à nouveau, se chercher, se construire atteint les 30% d'autrices et beaucoup moins dans les autres thématiques. On voit aussi que, en comparant les anciens programmes, enfin jusqu'à l'an dernier de seconde et de première, eh bien, dans les œuvres intégrales étudiées que vous voyez visualisées ici à droite, en tout cas les auteurs et autrices de ces œuvres intégrales, il y avait beaucoup moins d'autrices enseignées en seconde, avec ici juste Lois Lowry dans ces données, par rapport aux œuvres enseignées en première. Alors on pourrait justement se dire que l'année du bac, on va se limiter à des auteurs phares et bien connus, mais en fait non, c'est plutôt que les programmes de seconde étaient recentrés sur les périodes cœur de chaque genre littéraire, et là les collègues du secondaire
en déduisent peut-être, enfin c'est une hypothèse de notre part, qu'il faut se recentrer sur les écrivains les plus typiques du genre. Et donc, vous voyez qu'il y a aussi une plus faible diversité d'auteurs, mais voilà, également essentiellement des hommes. Alors, finalement, est-ce que les autrices ont vraiment existé, en particulier dans les siècles précédents? Eh bien, là, on a une réponse grâce à la BNF qui a ouvert son catalogue à des exploitations numériques. Un chercheur en CDD, Pierre-Carl Langlais, avait étudié la proportion parmi tous les romans recensés dans le catalogue de la BNF d'autrices. Et donc, on voit qu'au début du 19e siècle, ça commence à augmenter. Par 2 années, ça dépasse les 50%. Mais il y a une chute brutale dans les années 1830 à peu près, qui l'attribue éventuellement à une institutionnalisation de la culture à cette époque, et donc plus de place aux hommes. Alors, il y a eu des vrais débats scientifiques sur l'existence de certaines autrices. Alors, par exemple, Jeanne Flore, on sait que c'est une supercherie littéraire. Il y a eu des grands débats sur Louise Labbé suite à cet ouvrage de Mireille Huchon. Mais bien souvent, quand même, le consensus arrive pour réaffirmer l'existence de certaines femmes et leur place d'autrice des œuvres qui leur sont attribuées. Par exemple, Marie de Romieux. Là, c'était été justement l'occasion, un colloque qu'on avait organisé pour ce projet Visiotrice, d'avoir une présentation qui rétablissait la paternité ou la maternité de Marie de Romieux sur ses premières œuvres poétiques. Alors, on peut creuser un peu plus d'autres causes de cette méconnaissance des autrices, divers processus d'invisibilisation, le fait qu'elles ont moins d'hommages notamment. Si on regarde les projets Anneaux Grands Hommes qui recensent la statuaire publique en France, on voit qu'il y a essentiellement des hommes. On peut aussi quantifier tout ça. Dans le projet Monument littéraire de Mathilde Labbé à Nantes, elle s'intéresse plus particulièrement aux monuments dédiés aux écrivains, mais pas seulement à la statuaire, à tout type de monuments, aux inaugurations. Et là encore, on voit bien des stratégies de réseau qui sont mises en œuvre pour célébrer des auteurs morts, et donc plus souvent des hommes. Il y a aussi moins de reconnaissance institutionnelle, alors parfois de leur vivant même. On voit ici un petit graphique des prix littéraires, enfin le pourcentage de femmes. Bon, la situation n'est pas si terrible que ce qu'on a vu dans l'éducation, mais voilà, on voit que c'est quand même très varié entre le prix Interallié ou le prix Goncourt et le Grand Prix des lectrices de L ou le Féminin. L'Académie française aussi, il a fallu attendre bien longtemps avant de voir une autrice. Et après leur mort également, vous voyez qu'à la station de métro Cluny-la-Sorbonne, si vous avez déjà recensé les femmes parmi les 53 signatures, eh bien, il n'y en a que 2 parmi ces figures du quartier latin. Pareil pour la panthéonisation, on en attend un peu. On peut se demander, est-ce que finalement ces autrices sont mineures du point de vue de la quantité de l'œuvre disponible? Alors déjà, souvent, au XIXe siècle et avant, elles étaient traitées comme des mineures, justement, par la loi de leur époque. Alors, ça implique des choses sur leur éducation, l'éducation des filles. On a des chapitres d'ouvrages très intéressants dans le 3e tome de la série du Perrault. On a aussi cette industrialisation de la culture que j'évoquais comme hypothèse de Pierre-Carl Langlais tout à l'heure pour expliquer cette baisse du pourcentage d'autrices dans la production romanesque au XIXe siècle. On a peut-être aussi un accès aux moyens financiers pour monter des œuvres sur scène. Et là, le projet des registres de la Comédie Française peut aider à investiguer ces aspects plutôt financiers. Et puis finalement, en fait, si on remonte dès 89 à cet ouvrage de Christine Planté, La petite sœur de Balzac, et Essai sur la femme auteur, on a de nombreuses explications historiques et multifactorielles du fait que certaines autrices ont été minorées. Et alors, justement, quand leur œuvre est petite, à cause d'un plat de fond de verre, vous voyez qu'au bout d'un moment, elles n'ont plus été capables de produire de la littérature de leur vivant, eh bien, peut-être aussi elles n'ont pas pu les éditer, et donc une possibilité actuellement, c'est de rééditer des choses inédites de leur vivant. Et par exemple, il a fallu attendre le 19e siècle pour une réédition des mémoires de Charlotte Duplessis-Mornay, ou les années 50 pour les poésies diverses de demoiselle Suzon de Terson. Il y a aussi des autrices dont on ne sait rien, donc là, elles sont complètement minorées et complètement oubliées. Alors, ne serait-ce que des informations biographiques, en fait, sur la date et le lieu de naissance, le prénom. Souvent, jusqu'au 19e siècle, on les appelle Madame sans prénom, avec le prénom de leur mari parfois.
Alors, il y a toute une stratégie aussi à un moment de pseudonyme masculin qu'on observe au XIXe siècle surtout. Des œuvres sans mention d'auteur ou d'autrice, ça c'est plutôt XVIIe ou XVIIIe, mais ça se poursuit au XIXe. Et puis, des fois, justement, on constate dans les bases comme le catalogue de la BNF qu'il faut dédoublonner, qu'on a plusieurs fiches sur des autrices, parce qu'en fait, on ne s'est pas rendu compte que c'était la même personne. Et jusqu'au début de l'année, on pouvait suggérer des modifications aux fiches d'autorité du catalogue de la BNF, et donc certaines ont été suggérées suite aux travaux de ce projet de recherche sur les différentes autrices ci-dessous. Alors, on peut se demander aussi, mais sont-elles de bonne qualité, ces autrices? Eh bien, là, on a voulu encourager le fait de trouver des pépites, notamment avec une association partenaire du projet Visiotrice, qui s'appelle Le Deuxième Texte, et qui a une plateforme collaborative où les profs se partagent des extraits de textes écrits par des femmes, parfois en précisant une introduction, des pistes d'activités pédagogiques. Et puis sur cette plateforme, on inclut aussi des extraits qui viennent d'examens ou de concours, ce qui donne une sorte de forme de validation institutionnelle pour les collègues, de diffusion dans les médias. Quand on a des pièces de théâtre diffusées sur Arte, on se dit que, enfin, ou des extraits comme c'était le cas cet été, qu'il y a forcément une certaine qualité. On a des jeunes podcasteuses aussi qui choisissent des extraits sur des thématiques féministes, donc qui peuvent être particulièrement intéressants. Et puis aussi des collègues. Là, je vais donner l'exemple d'un projet à Lyon 2 sur des vidéos produites par les étudiantes et étudiants sur les poétesses du XVIIe siècle, qui sont hébergés sur le site de Mathilda et dont les extraits sont arrivés fin août sur la plateforme Le Deuxième Texte. Alors, il y a aussi un problème de méconnaissance de leur œuvre, finalement, à ces femmes, par manque de recherche sur leur production littéraire. Alors là, c'est des données provisoires. Il manque encore de l'analyse d'une partie de l'échantillon. Seulement 4700 thèses à peu près ont été analysées, mais parmi lesquelles on en a trouvé 2857 qui mentionnent un nom d'auteur ou d'autrice dans le titre, et parmi celles-là, seulement 259, donc 9%, qui mentionnent au moins un nom d'autrice. Donc, quelle solution? Bien, les étudier plus dans nos travaux de recherche. C'est intéressant de voir des sommes comme Femmes et littérature, cet ouvrage en 2 volumes coordonné par Martine Reid, qui est sorti en mars de cette année. Bien sûr, proposer des sujets de mémoire ou de stage, c'est tout à fait, par exemple, ce que propose Caroline Trotteau à l'Université Gustave Eiffel, donc sur des autrices. J'ai parlé tout à l'heure de Charlotte Duplessis-Mornay, mais on a bien aussi eu des stages ou des mémoires sur Marguerite de Navarre et d'autres. Et puis, bien aussi peut-être un aspect technologique, où avec des outils innovants, numériques, on arrive à mettre en avant certains écrits de femmes, si justement c'est ces écrits qu'on analyse par ces outils innovants ou qu'on charge dans ces outils. Alors c'est le cas de ce corpus Visiotrice, à peu près 70 textes dans ce premier prototype, 70 textes écrits par des femmes qu'on peut explorer par des méthodes textométriques, c'est-à-dire de statistiques textuelles. Alors en fait, bien souvent, ces outils nécessitent d'avoir l'œuvre en texte intégral, ou voilà, connaître des autrices, ça nécessite de pouvoir lire leurs œuvres, et on ne trouve pas toujours des éditions modernes. Des fois, on n'a que des éditions du XIXe siècle, ou alors on les a chez des éditeurs un peu chers, Classique, Garnier et autres. Alors bon, on a des abonnements universitaires qui permettent d'y accéder plus facilement dans le supérieur, mais pas dans le secondaire. Et encore moins quand on demande à une classe d'acheter à chacune et chacun le petit ouvrage à lire ensemble dans l'année en œuvre intégrale. Et donc pour ça, il est utile de voir des éditions à tarif réduit. C'est le cas par exemple des Plumets, que je n'ai pas mis dans la diapositive, qui est une collection de l'éditeur Tal en haut. Et il y a la possibilité peut-être d'éditer nous-mêmes des œuvres sur lulu.com, surtout que des projets comme Visiotrice ont permis d'organiser des ateliers d'édition de textes de femmes sur Wikisource. Donc, quand il s'agit de textes dans le domaine public, quand les autrices sont mortes depuis plus de 70 ans, on peut les diffuser librement. Et donc, après avoir scanné les textes, on relit ces textes manuellement pour en enlever les coquilles, les mettre en forme et obtenir de belles versions. C'était le cas dans un projet pédagogique de Suzanne Duval à l'Université Gustave Eiffel en mai dernier, à distance en plus, ou le week-end dernier à l'Opéra Comique, où nous avons animé avec l'association Le Deuxième Texte un atelier pour mettre en ligne en moins de 24 heures, finalement, un livret d'opéra de Marie-Jeanne Riccoboni, Sophie ou le mariage caché. Alors, caché, justement, c'est parfois l'arbre qui cache la forêt, les quelques exceptions, les noms d'autrices qu'on connaît pour chaque siècle
Voilà, on va voir les Marguerite Duras, par exemple, ou Yourcenar au XXe, on va avoir George Sand au XIXe. C'est intéressant de voir cet ouvrage d'Éric Dussert de la BNF qui va chercher des autrices plus méconnues, mais à nouveau qui trouve des pépites et qui nous explique pourquoi il a aimé lire ces ouvrages. On peut aussi interroger le canon littéraire qui est souvent enseigné en France, qui conduit les étudiantes et étudiants à avoir, à voir plusieurs fois les mêmes auteurs. Essayons de redécouvrir peut-être certaines autrices et puis de prendre exemple sur les collègues américains. Là, ces 2 événements qu'on avait organisés dans Visiotrice, où des collègues nous avaient expliqué en quoi, dans leurs enseignements aux États-Unis, ils privilégiaient peut-être certaines thématiques plutôt que les auteurs les plus connus. Et du coup, ça laissait un peu plus de place aux femmes. Enfin, je termine sur une visibilité des autrices dans l'espace public, notamment au théâtre. On a un travail intéressant de statistique par le ministère de la Culture qui a repris ce travail fait par la SACD auparavant. Et puis des initiatives, des troupes qui ne jouent que des femmes, le Festival Paris des femmes pour la création plus contemporaine. Et puis au cinéma, on a l'association Le Deuxième Texte a recensé des biopics d'autrices dont vous avez les affiches ci-dessous. Il y a une certaine mode ces 2 dernières années ou ces 5 dernières années. On est en train aussi de recenser les adaptations d'écrits de femmes au cinéma et à l'opéra. Et finalement, tout ça nous a encouragés à creuser cette question de la visibilité des femmes et des autrices dans l'espace public avec le projet Cité des Dames créatrices dans la Cité, qu'on a monté avec Caroline Trotteau et de nombreux collègues de l'Université Gustave Eiffel, qui est financé par l'ICIT Futur et qui a permis, par exemple, de réaliser cet outil plaque du matrimoine où, quand vous rentrez le nom d'une ville, vous avez les plaques de rue qui mentionnent des femmes ou des hommes et leur quantification. Et voilà, on espère avoir d'autres recherches passionnantes dans ce projet sur nos créatrices des villes du passé. Merci. Merci Philippe. Je vois une remarque sur le conversi. On a hélas choisi un homme comme nom pour notre université. Oui, c'était dans mon choix personnel. On a tous voté, donc on a pu s'exprimer. Mais effectivement, c'est pour ça que c'est important de faire des choses. Alors, je ne vais peut-être pas poser des questions à Philippe parce qu'on l'aura compris, j'ai tout le loisir de lui en poser autant qu'on veut, mais peut-être d'autres ont-ils des questions? Moi, j'aurais une question. Oui, Marguerite. C'est peut-être une erreur de ma part, mais j'avais l'impression que dans le graphique que vous avez exposé par rapport aux thèses et au nombre d'autrices citées dans le titre, ça diminuait relativement en fait dans les années, dans nos années maintenant. Qu'avant, il y avait beaucoup plus de thèses avec des autrices. Est-ce que c'est une erreur de ma part ou c'est une réalité? Alors, c'est bien vu. En fait, c'est un mélange d'artefacts parce que je pense que dans les données que je n'ai pas encore analysées, il y a beaucoup d'années récentes. Donc, je l'ai vérifié tout à l'heure. Mais il y a quand même une baisse qui est moins significative, mais qui existe quand même. Alors déjà, il y a une baisse aussi sur le nombre de thèses qui mentionnent des auteurs ou des autrices dans leur titre. On a beaucoup moins de thèses ciblées sur des auteurs en particulier. Mais donc en fait, finalement, voilà, on a cette diminution relative. Et en revanche, sur la diminution du pourcentage de femmes, on peut... Enfin, j'ai pas regardé, j'ai pas l'impression qu'il y avait une diminution en revanche. Et donc, le 9% m'avait l'air plutôt stable. Voilà, ça mériterait de compléter les données pour être absolument sûr de cette évolution. C'est pour ça que j'ai présenté juste en pourcentage la valeur globale. Mais globalement, on pourrait s'attendre à une augmentation. Oui, mais à nouveau, je pense que même s'il y a une augmentation, ce que je n'ai pas regardé pour l'instant, il est probable qu'elle n'apparaisse pas dans les titres parce que ce sera peut-être justement des mouvements d'écriture féminine qui seront analysés et puis on ne précisera pas des noms spécifiques d'autrices dans le titre. D'accord, merci. Moins en tout cas que dans les années 80-90. Oui, on a de moins en moins de thèses monographiques. C'est-à-dire qu'on en a fini avec les grands hommes, on n'a pas eu le temps de passer aux grandes femmes. Donc, on est passé à des sujets transversaux. Il y a une question de Yannick Lorty sur le conversé. Oui, je peux la poser directement. En fait, oui. C'est sur un graphique qui est juste avant, qui est impressionnant, de data BNF, si j'ai bien noté, oui. qui montre donc une remontée après 1850. Enfin, on a l'impression d'une légère tendance, mais on plafonne à 20 points de pourcentage. Et
est-ce que ce graphique existe pour au moins la première moitié du XXe siècle, en fait? Est-ce qu'il y a une évolution de ce point de vue-là? Alors, en tout cas, il n'a pas été fait à ce moment-là, et je ne sais pas pourquoi il n'a pas été fait, parce que les données sont là, dans le catalogue et dans DataBNF, qui avaient été croisées dans cette analyse. Il y a voilà, non, je ne sais pas. Peut-être des différences de catalogage, hein, puisque pour repérer les romans, l'auteur s'était basé sur une certaine cote dans le catalogue de la BNF, mais j'avoue que je ne sais pas pourquoi il s'est arrêté à cette période. Après, sa méthodologie a été rendue publique, donc c'est quelque chose que je pourrais creuser pour tester par la suite. Alors si, peut-être quand même que je peux vous dire que, puisque là je vois qu'on est à 25%, et dans les années 2000 et quelques, les statistiques du ministère de la Culture montrent que, en tout cas pour les femmes référencées dans les maisons des auteurs, on est à peu près à la parité. Alors les revenus ne sont pas à parité, mais les nombres y sont, donc forcément à un moment ça a dû augmenter, mais je ne saurais pas dire à quel moment précis il y a eu une évolution ou si elle a été régulière. Et puis là, c'est par genre littéraire. Ouais, c'est uniquement le roman, et je pense que ça devait être corrélé à l'idée de mettre en évidence aussi les âges d'or du roman, et puis par des romancières. Les femmes ont été très importantes dans l'histoire du roman. Donc, je pense que c'est ça qui était la petite sœur de Balzac. Voilà, je vous renvoie à ça pour l'histoire des femmes dans la première moitié du XIXe siècle. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Les étudiants peut-être? Moi, j'en avais juste une petite par rapport toujours aux données BNF ou plus généralement, je ne sais pas. Vous avez évoqué rapidement l'existence de pseudonymes masculins pour les femmes. Est-ce qu'on a une quantification de ça au cours de l'histoire? Alors, ce serait peut-être un peu compliqué. Ah, non, j'ai l'impression que c'est bon. Peut-être compliqué à quantifier de manière annuelle, encore que si, on pourrait le faire sur les ouvrages plutôt que sur les personnes elles-mêmes. Pour l'instant, la source de données que j'ai en tête là-dessus, c'est plutôt il y a une catégorie Wikipédia de personnalités masculines avec un pseudonyme, enfin le contraire, personnalité féminine avec un pseudonyme masculin. Et voilà, on peut croiser ça avec Wikidata pour avoir une base de données, disons. Après, dans DataBNF, c'est moins, enfin, je saurais moins faire. Donc voilà, je ne peux pas garantir que c'est faisable à l'heure actuelle, mais je vais creuser ça. Parce qu'en effet, on a l'impression que c'est plutôt au 19e, au début du 20e, et qu'avant, juste, on ne voit pas les noms. On voit juste l'initiale du nom et les étoiles derrière. Donc, on peut penser que si ça existait au 18e et 19e, il y a des chances que ça existait aussi avant. Enfin, il y a deux solutions. Soit elle n'écrivait pas ou elle n'était pas du tout publiée, soit elle pouvait prendre des noms d'hommes pour être publiée. Il y a eu ce phénomène-là aussi, je crois, sur des peintres qui prenaient, enfin voilà, qui étaient des peintres femmes qui finalement peignaient sous le nom de leur mari, par exemple. Alors, ça, c'est une autre étude de Pierre-Carl Langlais qui pose des questions à ce sujet-là. Donc, avec des outils d'analyse automatique, il a entraîné un algorithme sur la catégorisation justement de romans écrits par des femmes ou par des hommes. Et quand il lance son algorithme qui a appris pour catégoriser les ouvrages qu'il trouve, il se rend compte qu'en fait, il y a dans 90% des cas, il trouve la bonne réponse, et puis dans 10% des cas, ce n'est pas le cas. Et donc, il s'interrogeait sur la paternité parfois de certains ouvrages, en donnant certains exemples précis où justement le fait que ce soit un homme qui l'ait écrit était un peu mis en doute. Mais voilà, après, il y a quand même j'ai l'impression des façons de s'affirmer comme auteur qui sont différentes en fonction des siècles, et donc qui expliquent pourquoi justement, au 18e, on n'aura carrément pas les noms des gens. Ce qui arrive des fois aussi pour des auteurs masculins. Mais voilà, ça explique comment les stratégies peuvent quand même être différentes en fonction des époques.